Ma famille m'a effacé du mariage de ma sœur, mais je suis revenu avec une étoile qu'il ne pouvait ignorer. Mon père, un amiral à la retraite, m'a interdit l'accès au mariage de ma propre sœur, me traitant de traîtresse. Ma sœur a écrit « disgrâce » sur mon invitation. Il pensait m'avoir détruite il y a 6 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je revenais à ce mariage en tant qu'amiral moi-même. Je m'appelle Améliae. J'ai 36 ans, et pendant 6 heures angoissantes, je m'étais laissé croire à la notion absurde d'une seconde chance. Le trajet de 6 heures le long de la côte jusqu'à Newport, dans le Rhode Island, était un pèlerinage alimenté par un espoir désespéré et vacillant que les années de silence avaient d'une manière ou d'une autre adouci les cœurs de pierre de ma famille. L'air de juin, épais de la promesse salée de l'Atlantique, semblait être une moquerie cruelle du retour que je m'étais imaginé. Je m'étais préparé pour ce jour comme un soldat se préparant à des pourparlers diplomatiques en territoire hostile. Mon armure était une simple et élégante robe en soie bleu marine, la seule chose vraiment chère que je m'étais jamais achetée. Elle se voulait une déclaration de dignité discrète, un plaidoyer visuel pour dire que j'étais encore des leurs. Mais au moment où je suis sorti de ma voiture sous la grande arche couverte de roses de l'Ida Lewis Yacht Club, j'ai su que j'étais une idiote. Un homme aux allures de montagne dans un costume noir serré me barrait le chemin, sa posture une déclaration infranchissable de non-admission. Il évitait mon regard, ses yeux fixés sur un point au-dessus de mon épaule tandis qu'il portait une radio à sa bouche. « Amiral, monsieur », sa voix était un bourdonnement plat et impersonnel. Le sujet est arrivé. Le grésillement qui suivit était un son que je connaissais bien de mes années dans la marine, la pause chargée avant qu'un ordre ne soit donné. Elle s'étira pendant une éternité, aspirant l'air même de mes poumons. Puis la voix de mon père, l'amiral Arthuret, crépita à travers le haut-parleur. C'était une voix que j'associais autrefois à la force et à l'honneur, mais maintenant ce n'était plus qu'un râle, aussi tranchant et froid qu'un éclat d'obus. J'ai été clair sur ma position. Cette famille n'abrite pas de traîtres. Ne laissez pas cette chose faire un seul pas au-delà de ce portail. Est-ce que c'est compris? Cette chose. Il m'avait appelé, cette chose. Un tremblement commença dans ma main alors que je tendais mécaniquement l'invitation vers le garde. C'était un geste inutile, pathétique, un dernier appel mourant à une civilité qui venait d'être exécutée sous mes yeux. Le lourd carton de couleur crème semblait peser 1 tonne. Mon nom, capitaine Améliae, était magnifiquement embossé en lettres d'or, une relique d'une vie qui n'était plus la mienne. Le garde l'a pris, sa lèvre se retroussant en un rictus de mépris tandis qu'il jetait un coup d'œil, puis me la repoussa. C'est alors que j'ai vu la profanation. Gribouillé sur les élégantes lettres d'or, à l'encre rouge furieuse et fuyante d'un stylo à billes, se trouvaient 2 mots de l'écriture en boucle de ma sœur Olivia, cette même écriture que j'avais patiemment guidée de sa main quand nous étions enfants et partagions une chambre. Reste à l'écart, disgrâce. Chaque lettre grossièrement formée était un nouveau coup de poignard, tournant une lame qui était logée dans mon cœur depuis 6 ans. L'air que j'essayais d'inspirer était vif, saccadé, et refusait de remplir mes poumons. Je forçais mon menton à se relever, mon entraînement militaire prenant le dessus, et je balayais la scène du regard au-delà du portail. Mes yeux se posèrent sur tante Carole et oncle Bob, leur visage marqué d'une brève reconnaissance paniquée avant qu'ils ne se retournent, soudainement absorbés par une critique bruyante et théâtrale d'un voilier voisin. Leur regard détourné, leur retraite silencieuse et lâche, était une confirmation publique de mon bannissement. C'était un acte de complicité silencieuse qui semblait plus accablant que l'ordre brutal de mon père. À travers les haies parfaitement taillées qui séparaient les célébrés des exilés, je les vis, le tableau parfait. Mon père, resplendissant dans sa tenue blanche d'apparat, trinquait avec un sénateur américain, son rire résonnant sur la pelouse. Ma mère, un portrait de fierté maternelle, s'affairait avec la ceinture en soie Vera-Wang de la robe de mariée d'Olivia. Et Olivia, elle était radieuse, une étoile de pure joie, inconsciente de l'obscurité juste au-delà du périmètre soigné. Elle riait, la tête renversée en arrière, en regardant avec adoration l'homme dont elle tenait le bras, Maxwell Thorne. Soudain, son regard se leva et croisa le mien. Son sourire ne faiblit jamais, mais ses yeux froids, sombres et totalement dépourvus de chaleur contenaient un éclair de triomphe brut et non dissimulé. Il m'avait vu. Il savait que j'étais là, marqué et rejeté. Avec une lenteur presque imperceptible, un geste de cruauté intime destiné uniquement à moi, il leva sa flûte de champagne dans un salut silencieux et moqueur. Il avait gagné. Il ne lui avait pas suffi de détruire ma carrière et d'anéantir mon honneur. Il devait aussi posséder ma famille. L'agonie brûlante dans ma poitrine commença à se refroidir et à durcir,
se cristallisant en un bloc de glace dense et lourd qui s'installa au plus profond de mon âme. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de mes larmes. Je ne pleurerai pas ici, jamais pour eux. Je fis un pas délibéré en arrière, me fondant dans l'ombre profonde d'un chêne massif et ancien qui se dressait comme une sentinelle silencieuse à l'entrée du club. Je me souvins de mon père, un après-midi d'été lointain, posant sa main sur son écorce rugueuse. Cet arbre est comme notre famille, Amélia, avait-il dit. Résilie, incassable. Il avait tort. La résilience et la cruauté sont deux choses très différentes. Mes yeux dérivèrent au-delà de la célébration vers le port, où une flotte de voiles blanches fendait nettement le bleu profond de l'Atlantique. Ce spectacle, autrefois source de fierté et d'inspiration, déclencha maintenant un souvenir si vif qu'il sembla être un coup physique. J'avais de nouveau 19 ans, debout, droite comme un i dans mon nouvel uniforme d'élève officier rigide, sentant le cirage et la promesse. Mon père m'avait serré dans une étreinte farouche, sa voix épaisse d'une fierté que je pouvais sentir jusqu'à dans mes os. « Tu es mon héritage, Amélia » avait-il murmuré. Mon plus grand héritage. Maintenant, debout dans l'ombre, je comprenais enfin que cet héritage n'avait pas seulement été oublié. Il avait été intentionnellement et impitoyablement jeté, mis au rebut comme un déchet ordinaire. Debout dans l'ombre fraîche du chêne indifférent, l'humiliation du moment présent se fondit sans heurts dans l'amertume du passé. Les graines de cette exécution publique n'avaient pas été semées aujourd'hui à la porte d'un yacht club. Elles avaient été plantées des années auparavant, nourries dans le sol fertile de la cage dorée de ma famille. Mon esprit retourna à un dîner 6 ans plus tôt. C'était dans la salle à manger formelle de notre famille, lambrissée de chêne, un espace majestueux avec de grandes fenêtres donnant sur les eaux grises et turbulentes de l'Atlantique. La table était dressée avec de l'argenterie lourde et de la porcelaine de famille brillant sous la douce lumière d'un lustre en cristal. Je venais de rentrer d'un déploiement éreintant de 3 mois en mer de Chine méridionale. En tant que capitaine de corvette dans le renseignement naval, ma mission avait été un succès secret, rapportant des données inestimables qui protégeraient des vies et des biens américains. J'étais décharné et épuisé, ma peau portant encore la teinte jaunâtre de l'air recyclé des sous-marins et de la privation de sommeil chronique. Mais j'étais rempli d'une fierté féroce et silencieuse. Je voulais, plus que tout, que mon père la partage avec moi. « Papa », commençai-je, ma voix vibrant d'un empressement que je ne pouvais contenir, je pense que les données que nous avons collectées vont changer fondamentalement la façon dont la marine aborde la guerre anti-sous-marine. Il me coupa la parole, non pas avec des mots, mais avec un geste désinvolte et dédaigneux de la main, comme pour chasser un moucheron agaçant. « Amélia, s'il te plaît » soupira-t-il, toute son attention portée sur la tâche délicate et chirurgicale de casser une pince de homard. « N'amenons pas ton travail à table. Ça gâche la saveur du homard. » Il laissa tomber un morceau de chair parfait dans son assiette, puis tourna toute son attention radieuse vers ma sœur assise en face de moi. « Olivia, ma chérie, parle-nous de ce gala de charité que tu as organisé. Ta mère a dit que c'était un succès spectaculaire. » Olivia, les ongles parfaitement manucurés et peints d'une nuance discrète de rose ballerine, se lança dans un récit haletant et dramatique de ses démêlés avec les fleuristes et les traiteurs. Mes parents buvaient ces paroles, leur visage rayonnant d'une adoration parentale que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis des années. Ma mère, Catherine, tourna alors son regard vers moi, son expression un mélange soigné et étudié de pitié et de désapprobation. « Amélia, ma chérie, regarde-toi. Ta peau est si burinée, et tes cheveux ils sont tout simplement desséchés. Une femme a le devoir de prendre soin d'elle-même, tu sais. » Elle tendit la main à travers la table, sa main trouvant celle d'Olivia et lui donnant une douce pression d'affirmation. Dieu merci, mon Olivia a toujours été si ravissante, si gracieuse. Elle a un cœur tendre, tu vois. Pas comme quelqu'un qui ne pense qu'aux navires de guerre et aux codes classifiés. Je restais là, figé, le morceau de homard riche et beurré dans ma bouche se transformant soudain en cendre. Il était insipide, amer. J'étais un officier de la marine des États-Unis. Je m'étais porté volontaire pour une mission à haut risque, mais à leurs yeux, mon sacrifice, mon dévouement, était un défaut disgracieux qui valait moins qu'une fête de la haute société. De l'autre côté de la table, les yeux d'Olivia croisèrent les miens un bref instant. Un minuscule sourire presque imperceptible joua sur ses lèvres. C'était le sourire d'une victoire tranquille et certaine. Elle savait, et je savais, que peu importe ce que j'accomplirais dans le monde, je ne serais jamais leur fille parfaite. Et puis vint le jour du jugement, le dernier. Après avoir été formellement accusé de trahison et confronté à une cour martiale, je suis rentré à la maison.
J'étais désespéré, à la recherche d'un seul allié, d'une lueur de croyance dans la famille qui était censée être mon roc. Je les ai trouvés dans la bibliothèque, une pièce qui sentait toujours le cuir ancien et le vernis au citron, ses murs tapissés des visages stoïques et peints de générations d'hommes de la famille et dans leurs uniformes de la marine. Mon père ne voulait même pas me regarder. Son regard était fixé sur un portrait de son propre père, un vice-amiral décoré. « Ton grand-père a vécu et est mort pour l'honneur, » dit-il, sa voix dangereusement basse, chaque mot une pierre. « Et toi? Tu as craché sur tout ce que nous représentons. Tout ce qu'il défendait. Papa, j'ai été piégé. Je peux le prouver, plaidai-je, ma voix se brisant d'un désespoir qui me faisait honte. Sa main s'abattit sur le lourd bureau en acajou, le son résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Silence, rugit-il, son visage un masque de fureur pourpre. Le nom d'E a été traîné dans la boue. Il est ruiné. Tu n'es plus ma fille. Derrière lui, Olivia se tenait comme une héroïne tragique, ses mains pressées contre son visage, ses épaules secouées de sanglots mis en scène. Mais alors qu'elle regardait à travers ses doigts, ses yeux croisèrent les miens. Je le vis clairement, l'éclat de satisfaction brute, indubitable et triomphant. « Tu m'as tellement déçu, Amélia, » murmura-t-elle, sa voix épaisse d'un chagrin parfait et contrefait. À cet instant, ils formaient un front uni. Ils avaient bâti une forteresse de jugement avec les pierres de leurs propres préjugés et de leurs peurs, et je fus laissé dehors, seul dans le froid glacial. La douleur de ce souvenir était encore une présence physique, un membre fantôme de douleur. Ils avaient été mon juge, mon jury et mon bourreau, me condamnant sans procès, tout cela pour protéger l'image publique immaculée de notre nom de famille. J'avais été sacrifié sur l'autel de leur réputation. Avez-vous déjà été là? Avez-vous déjà tout donné pour un rêve, pour un devoir, pour ensuite voir les personnes qui auraient dû être vos plus grands champions devenir vos critiques les plus sévères? Voir votre valeur mesurée non pas par votre caractère ou vos accomplissements, mais par votre capacité à entrer dans la boîte qu'ils ont construite pour vous? C'est la question qui flottait dans l'air alors que je me tenais là, sous l'abri de ce grand chêne. C'était la réponse à ma propre question silencieuse, après tout cela, pourquoi suis-je revenu ici? La vérité émergea des profondeurs glaciales de mon âme, claire et absolue. Je ne suis pas revenu chercher leur approbation. Je suis revenu pour reprendre ma vie en main. Et cette guerre, réalisai-je, n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a si longues années par un trajet solitaire vers l'oubli. Après le verdict final de mon père, je me suis évanoui dans la nature. Je suis monté dans ma voiture et j'ai simplement conduit vers l'ouest sans destination précise, fonctionnant au café bon marché et à un compte d'épargne qui diminuait. J'ai conduit jusqu'à ce que les routes deviennent des autoroutes, et que les autoroutes finissent par manquer de terre. Je me suis arrêté à Astoria, en Oregon, une petite ville portuaire coriace à l'embouchure du fleuve Columbia, où le brouillard persistant et la bruine semblaient promettre un état d'anonymat perpétuel, un endroit où tout, y compris mon passé, pourrait être lavé. La première chose que j'ai faite a été d'effacer mon nom. Amélia a cessé d'exister. À sa place se trouvait Amy Smith, un nom si commun, si totalement dépourvu d'histoire, qu'il semblait être une cape d'invisibilité. J'ai loué un minuscule appartement plein de courants d'air au-dessus d'une librairie d'occasion, sa seule fenêtre offrant une vue sinistre sur le fleuve gris et agité. Ma vie passée avait été faite de centres de commandement stériles et high-tech et des couloirs sacrés du Pentagone. Ma nouvelle vie sentait le papier moisi et la laine humide. Mon premier emploi fut de servir des tables dans un restaurant routier ouvert 24 heures sur 24 appelé le Salty Dog. C'était le genre d'endroit fréquenté par des camionneurs fatigués et des pêcheurs aux mains aussi rugueuses que des bernacles, des hommes dont les conversations étaient brèves et dont les yeux ne posaient jamais de questions sur vos origines. L'ironie était une pilule amère que j'avalais quotidiennement. Moi, une ancienne officier du renseignement naval qui analysait autrefois des images satellites complexes et des menaces géopolitiques à plusieurs niveaux, je peinais maintenant à me souvenir qui avait commandé le café noir et qui voulait un supplément de crème. Mes mains, autrefois entraînées à manipuler des documents classifiés et à tracer des routes navales, étaient maintenant perpétuellement gercées et sentaient l'eau de javel et le bacon frit. Je faisais des services doubles jusqu'à ce que mes pieds enflés qu'une douleur profonde et brûlante s'installe dans le bas de mon dos, tout cela pour une poignée de billets d'$1 froissés à la fin de la nuit. Mais l'épuisement physique était une distraction bienvenue des nuits. Les nuits étaient le pire. Le silence étouffant de ma petite chambre était 1000 fois plus terrifiant que le rugissement d'un moteur à réaction sur le pont d'un porte-avions. Je me réveillais en sueur froide, mon cœur battant contre mes côtes, les fantômes de mon passé hantant mes rêves. Je voyais le visage furieux de mon père,
les yeux triomphants d'Olivia, et les gros titres audacieux et accablants des journaux qui me traitaient de traîtresse. Il y avait des nuits où je restais simplement assise sur le sol en linoléum froid, mes genoux ramenés contre ma poitrine, à regarder la pluie incessante, et à me demander sincèrement si j'avais la force de survivre jusqu'au matin. Pour payer le loyer du 2e mois, j'ai dû vendre ma montre. C'était une montre de la marine, un cadeau de dotation à ma sortie de l'académie. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était un symbole de tout ce pourquoi j'avais travaillé, de tout ce que j'avais été. Je suis entré dans un prêteur sur gage et je suis sorti avec $100, laissant un morceau de mon âme derrière moi sur un plateau de velours poussiéreux. Pendant des semaines, je regardais mon poignet vide, un rappel constant et physique de ma chute. C'était ma pénitence. C'était le prix de la honte dont il m'avait marqué. Je devais vivre avec. Lentement, les choses ont commencé à changer. J'ai trouvé un 2e emploi à faire la comptabilité pour une petite flotte de pêche, une tâche fastidieuse qui, heureusement, gardait mon esprit trop occupé pour le désespoir. J'ai appris les noms des bateaux, le serpent de mer, l'étoile errante, le pourvoyeur et les personnalités bourrues de leurs capitaines. C'étaient des hommes durs, burinés par la mer et une vie de labeur impitoyable. Mais il y avait en eux une honnêteté, une absence de prétention dont je n'avais pas réalisé que j'avais faim. Un soir, une violente rafale venant du Pacifique a surpris tout le monde. Les vagues étaient monstrueuses et le vent hurlait. À la radio, j'ai entendu un appel paniqué. Le pourvoyeur avait perdu son moteur et dérivait, risquant de s'écraser contre la jetée rocheuse. Sans réfléchir, j'ai saisi le microphone. Toutes mes années de formation navale, toutes les connaissances oubliées des marées, des courants et du cisaillement du vent, sont revenues en force. Pendant 2 heures, je suis devenu leur commandante à distance, ma voix calme et stable alors que je leur parlais, calculant leurs dérives, leur conseillant de jeter l'ancre et coordonnant avec les gardes-côtes. Je les ai guidés vers la sécurité relative d'une crique protégée. Le lendemain matin, le capitaine du navire, un vieil loup de mer grisonnant nommé Gus, s'est présenté à mon petit bureau. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste posé un énorme et magnifique saumon argenté sur mon bureau, ses écailles scintillant encore. « Merci, gamine », a-t-il grommelé, puis il est parti. En regardant le poisson, une vague d'émotion si puissante qu'elle a failli faire plier mes genoux m'a submergé. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je ne me sentais pas complètement inutile. C'était une petite victoire, une minuscule lueur dans une vaste obscurité, mais elle était mienne. Je l'avais méritée. Quelques jours plus tard, en rapprochant les reçus de carburant, j'ai trouvé un vieil exemplaire plié du Wall Street Journal que quelqu'un avait laissé au bureau. Et là, ils étaient, en première page de la section Société, Olivia et Maxwell Thorne, souriant à un gala de charité, leurs photos sous un titre élogieux sur leur passion commune pour l'océan. L'article les louait comme le nouveau couple de pouvoir du monde maritime. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai écrasé le journal dans mon poing, le bruit du froissement fort dans la pièce silencieuse. La colère froide et dormante que j'avais réprimée si longtemps a commencé à dégeler, une chaleur dangereuse se propageant dans mes veines. C'est à ce moment précis que mon téléphone prépayé bon marché, silencieux depuis des mois, a commencé à sonner à un numéro inconnu. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, de le laisser sonner, de protéger la paix fragile que j'avais construite. Mais un autre instinct, quelque chose de plus profond et de plus primal, m'a poussé à répondre. Mon doigt plana sur le bouton de fin d'appel du téléphone prépayé bon marché, tout mon corps tendu. Mais avant que je puisse déconnecter, une voix prononça mon nom, un nom que je n'avais pas entendu prononcer à voix haute depuis des années. Amelia. La voix était profonde, calme et terriblement familière. Une secousse me traversa, si puissante que je dus m'agripper au bord de mon bureau pour me stabiliser. C'était l'amiral Michael Sterling, mon ancien mentor à l'Académie navale, une légende vivante au sein de la communauté du renseignement. 6 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais entendu cette voix. 6 ans de honte et de silence. Comment m'avez-vous trouvé, balbutiai-je, ma propre voix un murmure rouillé. Un petit rire bas et chaleureux parvint de la ligne. C'était un son d'une telle bonté profonde qu'il faillit me briser. Amelia, vous avez appris à la moitié des meilleurs officiers du renseignement de l'ONI comment trouver des gens. Pensiez-vous vraiment qu'ils ne pourraient pas trouver leur propre professeur? J'étais sans voix. Une vague de honte et d'inadéquation me submergea, chaude et suffocante. Que devait-il penser de moi? L'élève officier prometteuse, l'officier décoré, maintenant une serveuse déshonorée se cachant dans un coin oublié du pays.
Monsieur, Il me coupa la parole, mais son ton n'était pas impatient. Il était sérieux, chargé d'un but. Je n'ai jamais cru à la version officielle, Amelia. Pas une seule seconde. Je vous connais. Et plus important encore, je sais à quel point nos ennemis peuvent être rusés. J'ai besoin de vous voir. 2 jours plus tard, il vint à Astoria. Il n'arriva pas dans une berline noire du gouvernement mais dans une Ford Taurus de location, se fondant parfaitement dans la ville grise et discrète. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café confortable sur le front de mer. La pluie, qui avait été ma compagne constante pendant des mois, coulait sur les fenêtres, créant une barrière entre nous et le reste du monde. Il ne m'a pas interrogé sur ma vie en tant qu'ami Smith. Il n'a pas offert un seul mot de pitié ni ne m'a demandé de raconter ma chute. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement la même intelligence vive et évaluatrice dont je me souvenais si bien. Il a simplement fait glisser un épais dossier manille non marqué sur la petite table en bois. La marine est en train de mettre sur pied une nouvelle unité non officielle, dit-il, sa voix basse. Elle opérera indépendamment sous mon commandement direct, nom de code Triton. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. La mission est de contrer l'espionnage économique, de protéger les actifs maritimes stratégiques contre des menaces que les forces de l'ordre conventionnel ne peuvent pas toucher. Il me regarda alors, son regard si direct qu'il semblait pouvoir voir directement dans les décombres de mon âme. J'ai besoin d'un commandant pour cette unité. J'ai besoin de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Quelqu'un qui comprend les ténèbres qui vivent sur l'océan. Et plus important encore, j'ai besoin de quelqu'un que l'ennemi croit déjà disparu. Il se pencha légèrement en avant. J'ai besoin de vous, Amelia. L'offre fut un coup de foudre. C'était terrifiant et, d'une manière qui m'effrayait, intensément séduisant. C'était une chance de riposter, d'être à nouveau une arme au lieu d'une victime. Mais la honte était un lourd manteau. Pourquoi moi, réussis-je finalement à demander, les mots s'étranglant dans ma gorge. Je suis une disgrâce. J'ai été renvoyé pour manquement à l'honneur. L'amiral Sterling posa sa main à plat sur le dossier, un geste de certitude absolue. Parce que l'honneur, Amelia, ne se trouve pas sur les épaulettes d'un uniforme ou dans un titre de journal. Il se trouve juste ici. Il tapa sur sa propre poitrine. Puis ses yeux rencontrèrent les miens alors qu'il me désignait. Et ici. C'est dans les choix que nous faisons quand nous pensons que personne ne regarde. La marine a fait une erreur en vous laissant partir. C'était un échec du plus haut niveau. Laissez-moi vous donner une chance de nous aider à le corriger. Ce soir-là, il m'emmena dîner dans le meilleur restaurant de fruits de mer de la ville. C'était un endroit avec des nappes blanches et un service silencieux et respectueux. Assise là, à manger un morceau de saumon parfaitement grillé, à des années-lumière de la nourriture grasse du restaurant, je réalisais que c'était la première fois en 6 ans que je prenais un vrai repas avec quelqu'un qui me voyait. Pas la traîtresse, pas l'échec, pas le petit secret honteux de la famille. Il voyait Amelia, l'officier de marine, la personne que j'étais, la personne que j'avais peur d'avoir perdue pour toujours. Dans la lueur chaleureuse du restaurant, à raconter des histoires sur notre temps à l'académie, je sentis une partie de moi que je croyais morte reprendre vie. Il était la famille que j'avais choisie, et à ce moment-là, je le choisis à nouveau. J'acceptais son offre. Après le dîner, alors que nous nous tenions dans le parking brumeux, il me confia ma première mission. C'était le dossier du café. Votre premier rapport de renseignement, commandant, dit-il, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Mes doigts, qui n'étaient plus maladroits à force de porter des cafetières, se sentaient stables et sûrs alors que j'ouvrais le dossier sous la faible lumière jaune d'un lampadaire. C'était une liste de sociétés maritimes sous surveillance spéciale. Mes yeux parcouraient les noms, un rythme familier et professionnel me revenant. Et puis je l'ai vu. Tout en haut de la liste, marqué d'une seule étoile rouge agressive, se trouvait un nom qui me glaça le sang, Thorn Maritime. L'ombre de ma famille et le visage de mon ennemi venaient de fusionner en un seul. Ma guerre personnelle pour la rédemption venait de devenir une question de sécurité nationale. Sous mon commandement, l'unité au nom de code Triton Privy. Nous étions des fantômes, une petite équipe d'élite de spécialistes pirates informatiques, analystes, anciens agents de terrain, chacun trié sur le volet par l'amiral Sterling pour ses compétences uniques et, plus important encore, pour sa capacité à disparaître. Notre quartier général était une installation secrète à San Diego, cachée à la vue de tous derrière la façade d'entreprise stérile d'une société de recherche océanographique. Au moment où j'ai franchi la porte, ami Smith,
la serveuse lasse, a été abandonnée comme une mue de serpent. J'étais de nouveau moi-même, mais une version affûtée par l'exil, plus tranchante et plus froide qu'auparavant. Ma vie est devenue un cycle incessant de caféine et de données. Je passais 18 heures par jour devant un mur d'écran, la lumière bleue gravant des rides de fatigue sur mon visage, route maritime, transactions financières, communications cryptées, signaux satellites. L'océan était redevenu mon échiquier. Et cette fois, je pouvais voir chaque pièce en mouvement. Notre cible principale, notre seule obsession, était Thorn Maritime. Je me suis plongé dans la vie de Maxwell Thorn, étudiant ses habitudes, ses associés, ses dons politiques, ses faiblesses. Je me disais que ce n'était plus personnel. C'était la mission. Mais je me mentais. Chaque donnée que je découvrais me donnait l'impression de récupérer un morceau volé de ma propre vie. Un matin, mon analyste de données principal, un jeune homme brillant nommé David, posa tranquillement une tablette sur mon bureau. « Commandant, je pense que vous devez voir ça. » C'était le dernier numéro du magazine Forbes. La couverture était une photographie brillante et ensoleillée de Maxwell Thorn et de ma sœur, Olivia, leurs bras liés alors qu'ils se tenaient sur le pont d'un magnifique superyacht. Le titre, en lettres grasses et arrogantes, proclamait « Le nouveau couple des pouvoirs des mers ». L'article était un chef-d'œuvre de propagande de relations publiques. Il louait Thorn Maritime pour ses prétendues initiatives écologiques et vantait Olivia comme une militante et philanthrope influente pour l'océan. La nausée commença à me monter à la gorge en lisant une citation de ma sœur. Ma famille m'a toujours appris que l'honneur et le patriotisme passent avant tout, s'extasiait-elle. C'est pourquoi je suis si incroyablement fier du travail que Maxwell accomplit pour assurer la sécurité maritime de l'Amérique. Honneur. Patriotisme. Les mots qu'elle utilisait étaient les mêmes que ceux que mon père avait utilisés pour me renier. Ma sœur acclamait le monstre qui avait orchestré ma ruine, utilisant les principes sacrés de notre famille comme son bouclier. Elle était soit la plus grande idiote de la planète, soit une complice consentante et souriante. Je n'étais pas sûr de ce qui était le pire. La colère était un feu propre et froid. Elle chassa la nausée et la remplaça par une concentration digne d'un laser. « David, dis-je, ma voix basse et stable. Je veux que toutes nos ressources soient consacrées à creuser le réseau international de Thorn, chaque société écran, chaque compte offshore. Je veux savoir d'où vient chaque dollar et où il va. » La chasse était lancée. Les semaines se transformèrent en un flou de nuits blanches et d'exploration de données acharnées. La percée est venue d'un balayage de données que notre équipe a effectué sur un serveur à Singapour, ciblant une société écran liée à Thorn. Nous avons extrait un disque dur crypté. Pendant 72 heures angoissantes, mon équipe a travaillé sans relâche pour briser le cryptage de niveau militaire. Finalement, David leva les yeux de sa console, le visage pâle. « Commandant, vous avez l'accès. » Sur mon écran, un seul nom de fichier apparut, Projet Nightingale. Je l'ai ouvert d'un clic. Mon sang se glaça. Ce n'était pas juste un fichier. C'était un plan directeur à l'opération entière, détaillé et méticuleusement planifié pour me piéger il y a 6 ans. Tout y était, les journaux de surveillance de mes mouvements, les rapports de renseignements fabriqués, et les courriels cryptés détaillant la corruption d'un officier supérieur de mon ancienne unité pour altérer les journaux de données et falsifier mon rapport de mission. L'objectif était d'une clarté effrayante, m'éliminer, le seul officier qui aurait pu détecter leurs activités, afin qu'ils puissent librement faire passer en contrebande une technologie de sonar de pointe à une puissance étrangère hostile. Je fixai l'écran, mon monde basculant sur son axe. Le scandale, la cour martiale, la destruction de ma vie, et il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'était jamais agi de moi. Je n'étais qu'un dommage collatéral, un pion sacrifié sans une seconde pensée pour ouvrir la voie à un acte de trahison de plusieurs milliards de dollars. Alors que j'étais assise là, paralysé par la méchanceté pure et calculée de tout cela, un appel sécurisé et crypté parvint à mon terminal. C'était l'amiral Sterling. « Amelia, dit-il, sa voix grave. J'ai de bonnes nouvelles, et j'ai de mauvaises nouvelles. » Je restai silencieuse, fixant toujours le nom Projet Nightingale. « La bonne nouvelle, continua-t-il, c'est qu'avec ce que vous venez de trouver, nous avons plus qu'assez de preuves pour vous disculper complètement. Nous pouvons commencer le processus immédiatement. » Il fit une pause. La mauvaise nouvelle, Olivia et Maxwell Thorn viennent d'annoncer la date de leur mariage. Ils se marient à Newport à l'Ida Lewis Yacht Club. Il laissa cela s'installer un moment avant de porter le coup de grâce. J'ai reçu une invitation ce matin. Votre nom n'y figurait pas.
Le silence qui suivit fut absolu. Dans mon esprit, je vis le verre d'eau débordant sur le bord d'une table, tremblant, et avec ces derniers mots, la dernière goutte était tombée. Après les derniers mots dévastateurs de l'amiral Sterling, je mis fin à l'appel sécurisé sans répondre. Un silence profond s'abattit sur le centre de commandement. Mais à l'intérieur de mon crâne, un ouragan de catégorie 5 touchait terre. Je me levai de ma chaise, mes mouvements d'une précision troublante, et passai devant les yeux interrogateurs de mon équipe, me dirigeant droit vers la petite salle de sport utilitaire de l'installation. Je ne pris pas la peine de me changer. Je montai sur le tapis de course le plus proche, poignardai le contrôle de vitesse jusqu'à son réglage le plus élevé, et je commençai à courir. Le gémissement mécanique de la machine s'intensifia en un rugissement furieux, un son désespéré et grinçant qui devint la bande-son de mon effondrement. Je courais, mes chaussures de ville raisonnables martelant un rythme maladroit et discordant contre la bande qui se déplaçait rapidement. Mon corps, froid et raide après des heures passées à un bureau, hurlait de protestation. Je l'ignorais. Je courus jusqu'à ce que mes poumons me donnent l'impression d'être récurés avec du sable chaud, jusqu'à ce que les muscles de mes jambes commencent à se contracter et à trembler de manière incontrôlable, jusqu'à ce que la sueur coule de ma racine des cheveux, piquant mes yeux et trempant le col en soie de ma robe. Pendant si longues années, j'avais retenu mon souffle. J'avais avalé chaque insulte, chaque regard condescendant, chaque acte de trahison silencieux et écrasant. J'avais accepté mon exil comme une pénitence. Je m'étais dit que mon silence stoïque était une forme de force, une façon de préserver les derniers lambeaux de ma dignité. Quel mensonge pathétique. Mon silence n'était pas de la force. C'était de la lâcheté. C'était un feu vert, une approbation silencieuse de leur fiction. Mon silence leur avait permis de gagner. Il avait arrosé les fichues fleurs sur l'autel où ils m'avaient sacrifié. Il avait pavé le chemin que ma sœur allait maintenant emprunter à un chemin construit directement sur les décombres de ma vie. Le rugissement du tapis de course était assourdissant, mais une seule pensée cristalline traversa le bruit, tranchante, claire et absolue, ça suffit. Ma main jaillit et frappa le bouton d'arrêt d'urgence. La bande s'arrêta brusquement, me projetant presque au sol. Je restai là, penché, les mains sur les genoux, haletant après un air qui ne venait pas, mon corps secoué par un cocktail explosif d'épuisement et de rage pure et non frelatée. Je me redressai finalement et croisai mon propre regard dans le grand miroir mural. La femme qui me regardait était un fantôme. Son visage était cendré, ses cheveux professionnels en désordre, et ses yeux étaient hantés, ombragés par 6 ans de douleur indicible. Mais tandis que je regardais, quelque chose de nouveau s'anima dans leur profondeur, pas une étincelle, une veilleuse, du genre de celle qui précède une explosion. À cet instant de clarté crue et trempée de sueur, je vis la vérité. Je n'étais pas Amy Smith, la serveuse invisible du bout du monde. Je n'étais plus Améliae, la fille déshonorée, le récit tragique et édifiant de la famille. Je suis Triton. Je suis le commandant d'une unité d'opération secrète de la marine des États-Unis. J'ai la preuve. J'ai l'habilitation. J'ai le pouvoir. Je me penchai plus près du miroir, mon souffle embuant la vitre, jusqu'à ce que mes yeux soient à quelques centimètres de mon reflet. Je fis un vœu à la guerrière que j'avais gardée enfermée si longtemps, et mes mots furent un murmure bas et venimeux dans la salle de sport stérile et silencieuse. Vous paierez tous, lui promis-je. Chacun d'entre vous, mon père, ma mère, ma sœur. Un sourire froid et prédateur que je ne reconnus pas toucha mes lèvres. Et surtout toi, Maxwell Thorne. Je ne vais pas seulement reprendre mon nom. Je vais démanteler ton empire, et je vais te faire regarder, toi et ma famille, pendant qu'il brûle. Je me retournai et retournai au centre de commandement, ma démarche maintenant imprégnée d'une intention létale. David leva les yeux quand j'entrai, son visage un masque d'inquiétude. Commandant, ça va? Je m'assis dans mon fauteuil de commandement. Ma voix, quand je parlais, était complètement dépourvue d'émotion. Elle était calme. Elle était contrôlée. Elle était terrifiante. David, mettez-moi l'amiral Sterling sur la ligne sécurisée. Cryptage maximum. Lorsque la voix familière de l'amiral parvint par le haut-parleur, je me passai de tout protocole. Amiral, procédez à ma disculpation complète et à ma réintégration, avec effet immédiat. Je fis une pause, laissant l'ordre flotter dans l'air. Et, monsieur, je vais avoir besoin d'un uniforme de service blanc d'été. Mes mesures sont dans le dossier. J'ai un mariage auquel assister. Il y eut un temps de silence profond à l'autre bout de la ligne.
Puis j'entendis un son que je n'oublierai jamais, un petit rire bas et satisfait. Compris, commandant. Je vais faire les arrangements. C'est bon de vous revoir parmi nous. Je mis fin à l'appel et pivotai sur mon fauteuil pour faire face à mon équipe. Ils étaient tous debout, me regardant, leurs expressions un mélange d'admiration et d'anticipation. Écoutez-moi bien, dis-je, ma voix résonnant d'une autorité qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Nous avons une nouvelle directive. Nom de code de la mission, retour. Objectif principal, l'Ida Lewis Yacht Club, Newport, Rhode Island. Je me penchai en avant, mes yeux se fixant sur chacun des leurs. Nous allons perturber un mariage, et nous allons réduire un empire en cendres. L'air dans la pièce crépita. La chasse avait commencé. La rage qui m'avait propulsé hors de la salle de sport s'était refroidie, se durcissant en quelque chose de bien plus dangereux, un plan méticuleusement élaboré. Notre salle de conférence stérile se transforma en salle de guerre. Le grand écran central n'affichait plus des routes maritimes mais un schéma détaillé de l'Ida Lewis Yacht Club, avec liste d'invités, horaire des événements et itinéraire des patrouilles de sécurité. Je me tenais devant mon équipe, l'épuisement et la colère remplacés par une concentration froide et acérée. Je n'étais plus Amy Smith ni la fille brisée de la famille. J'étais le commandant de Triton. L'opération retour à 2 objectifs, commençai-je, ma voix claire et précise, chaque mot détaché. Objectif principal, neutraliser et appréhender Maxwell Thorne pour espionnage économique. Objectif secondaire, obtenir des aveux directs et admissibles de tous les complices sur place. Mon doigt tapa sur l'écran, désignant le plan du club. David, je veux que vous pénétriez le réseau de sécurité interne du club. Je veux le contrôle total de chaque caméra et microphone sur les lieux. Je veux tout voir et tout entendre. Sarah, vous êtes les communications. Vous maintiendrez notre lien sécurisé avec l'équipe tactique du NCIS hors site. Pas une seule perte de paquet. Marco, dis-je, en regardant mon meilleur agent de terrain, vous serez mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Proximité immédiate. Fondez-vous dans la masse. Ils hochèrent tous la tête à l'unisson. Il n'y eut aucune question, aucune hésitation. Ils me faisaient confiance. Le poids de cette confiance était une nouvelle sorte d'armure, plus forte que toutes celles que j'avais portées auparavant. Au milieu de notre planification stratégique, une notification prioritaire retentit sur mon écran, un nouveau courriel crypté. Mon pouce accéléra. Il provenait d'un lieutenant Miller, un jeune officier qui avait servi sous mes ordres il y a 6 ans. Il avait été l'un des rares à m'avoir regardé dans les yeux avec autre chose que du mépris lorsque j'avais été démise de mon commandement. Le message était court. Commandant, je ne les ai jamais crus. Depuis 6 ans, je vis avec la culpabilité de ne pas avoir parlé. J'ai gardé quelque chose. J'espère que cela peut encore aider. En pièce jointe se trouvait un unique fichier audio. Mes mains tremblaient en mettant mes écouteurs. Je cliquai sur lecture. Le son était étouffé, mais les voix étaient claires. C'était un enregistrement secret de la nuit où j'avais été piégé. J'entendis la voix de l'officier qui m'avait remplacé s'adresser à une personne non identifiée. Thorne paie le prix fort pour ça, se vantait l'officier, sa voix visqueuse de cupidité. Il suffit de modifier quelques lignes dans le journal de bord. La fille ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Elle sera le bouc émissaire parfait. Mon cœur s'arrêta. Mon souffle se coupa. Je l'écoutai à nouveau. Puis une 3e fois. La pièce manquante. La preuve irréfutable. Ce n'était plus seulement un plan, c'était un aveu. C'était la preuve ultime. Quelques jours avant le mariage, un coursier spécial livra un colis sécurisé à notre installation. C'était une longue boîte plate. À l'intérieur, enveloppé dans de la soie protectrice, se trouvait un uniforme de service blanc d'été de la marine, immaculé et sur mesure. À côté, une petite boîte doublée de velours. Je l'ouvris. Reposant sur un lit de velours bleu foncé se trouvait une seule étoile d'argent brillante, l'insigne de grade d'un contre-amiral. L'amiral Sterling n'avait pas seulement tenu sa parole, il avait accéléré ma promotion. Ma disculpation était maintenant officielle. Je pris l'uniforme dans mes quartiers privés et l'enfilai. Il m'allait parfaitement, le tissu blanc impeccable contrastant vivement avec les vêtements ternes et fonctionnels que j'avais portés pendant des années. Je me tins devant un miroir en pied et regardai la femme qui me faisait face. Je ne voyais pas seulement un officier de marine. Je voyais la justice. Je voyais le châtiment.
Cette seule étoile d'argent sur mon épaule n'était pas seulement un grade. C'était une arme. C'était un message à mon père, à ma famille, à tout l'establishment qui m'avait rejeté. Elle déclarait, sans un seul mot, que j'étais de retour. Non pas pour implorer le pardon, mais pour rendre un verdict. J'étais enfin prête pour la bataille finale. La veille du mariage, je me tenais seul dans la salle de guerre. Les écrans autour de moi brillaient de données. Je tenais une seule tablette dans ma main, tout mon arsenal contenu dans son mince boîtier, le plan complet du projet Nightingale, le fichier audio du lieutenant Miller, et la piste financière irréfutable des transactions illégales de Thorne. Tout était en place. David, dis-je dans la pièce silencieuse, vérification du temps. Il leva les yeux de sa console, un compte à rebours numérique brillant derrière lui. Témoin 24 heures, commandant. Je fis un seul signe de tête sec. Bien. L'opération retour est lancée. Je me détournai des écrans et me dirigeai vers mes quartiers, où l'uniforme blanc brillant était suspendu, attendant. Demain, je rentrai à la maison. Les airs doux et élégants d'une valse viennoise s'accrochèrent, bégayèrent et moururent. Dans la salle de bal opulente de l'Ida Lewis Yacht Club, une centaine de conversations privées s'évaporèrent d'un seul coup. Les flûtes de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Les rires se coincèrent dans les gorges. Une seule vague unifiée de confusion déferla sur la pièce alors que toutes les têtes se tournaient vers la grande entrée cintrée. Et dans ce silence soudain, quasi cathédral, j'entrai. Chaque pas de mes chaussures noires vernies sur le sol en marbre était un battement délibéré et percutant, un tambour signalant une déclaration de guerre. Mon uniforme de service blanc d'été était un phare incandescent, une apparition de blanc militaire pur dans une mer de pastels discrets et de tenues de soirée de créateurs. Au-dessus des galons d'or formels de mes manches, l'unique étoile d'argent sur chacune de mes épaulettes capturait et brisait la lumière des immenses lustres en cristal, scintillant d'un feu froid et dur. Des dizaines d'officiers de marine, en service actif et retraités depuis longtemps, étaient dispersés parmi les invités. Leur réaction n'était pas un choix, c'était un réflexe, une réponse ancrée en eux par une vie de discipline et de tradition. Partout dans la pièce, les dos se redressèrent, les épaules s'équarrirent, un courant silencieux et puissant de déférence, de respect pour le grade, électrisa l'air. C'était un langage que mon père comprenait mieux que tout autre. Je le vis près de l'imposant gâteau de mariage à 7 étages. Il se figea, sa main, celle qui tenait une flûte de champagne, commençant à trembler de manière incontrôlable. Une éclaboussure de liquide doré se renversa, une tache sombre sur le lin immaculé. Je vis ma sœur, Olivia, son visage perdant toute sa couleur en un instant, la laissant d'un blanc cadavérique qui jurait avec l'ivoire crémeux de sa robe Vera Wang. Et je vis Maxwell Thorne. La confiance suffisante et possessive sur son visage ne vacilla pas seulement, elle vola en éclats, se désintégrant en un choc brut qui le laissa bouche bée. J'ignorais les halètements audibles et les chuchotements frénétiques qui éclatèrent dans mon sillage, mon regard un rayon laser fixé sur le trio au centre de la pièce. Je suivis un chemin direct et inébranlable jusqu'à eux. Maxwell essaya de se ressaisir, de rassembler l'arrogance exercée qui était sa marque de fabrique, mais ses yeux étaient rivés sur les étoiles d'argent de mes épaules. C'étaient les symboles d'un pouvoir qu'il ne pouvait acheter, d'un monde qu'il ne pouvait infiltrer, et d'une autorité à laquelle il était désormais soumis. Père. Olivia, dis-je. Ma voix était calme, parfaitement égale, et elle porta avec une clarté glaçante à travers la salle de bal maintenant silencieuse comme la mort. Félicitations pour votre mariage. Je fis une pause, leur laissant absorber toute la surréalité terrifiante du moment. J'ai apporté un cadeau. Je levai la fine tablette noire dans ma main. D'un seul tapotement délibéré de mon doigt, je détournai la célébration. Les deux écrans de projection massifs flanquant l'estrade de l'orchestre, qui avait diffusé un diaporama romantique du couple heureux, vacillèrent et changèrent. Mon cadeau pour eux. À la place des plages ensoleillées et des portraits souriants, les écrans affichaient désormais la page de titre d'un document de renseignement naval classifié, son en-tête estampillée en rouge gras et officiel, Projet Nightingale. Puis, du système de sonorisation de pointe, la voix d'un homme mielleuse, conspiratrice et imprégnée de cupidité commença à parler, remplissant chaque recoin de la vaste pièce. C'était le fichier audio du lieutenant Miller, la preuve irréfutable que j'avais gardée polie et prête. Thorne paie le prix fort pour ça, se vantait la voix. Il suffit de modifier quelques lignes dans le journal de bord. La fille ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Un halètement collectif et horrifié aspira l'air de la salle de bal. Les puissants partenaires commerciaux et alliés politiques de Thorne,
des hommes qui riaient avec lui quelques instants auparavant, commencèrent instinctivement, presque comiquement, à faire de petits pas en arrière, créant une zone de quarantaine visible de méfiance. « Amélia, tu es folle » hurla Olivia, sa voix un fil fin et désespérée. C'était une tentative pathétique de réécrire la scène, de me peindre comme la méchante. « Tu fais juste ça parce que tu es jalouse. » Je tournai lentement la tête, délibérément, pour faire face à ma sœur, mes yeux aussi vides de chaleur qu'un ciel d'hiver. « La jalousie, Olivia » demandai-je, ma voix dangereusement douce. « Est-ce la raison pour laquelle tu as gardé le silence quand ton nouveau mari ici a transféré 2 millions de dollars à une société écran intraçable aux îles Caïmans la semaine après que j'ai été renvoyé pour manquement à l'honneur ?» Un autre tapotement sur la tablette. Les écrans clignotèrent, affichant maintenant une image cristalline du virement bancaire international, date, numéro de routage, et tout le reste. Le dernier clou irréfutable dans leur cercueil. L'effet fut instantané et absolu. Maxwell Thorne émit un son guttural et étouffé et s'effondra physiquement en arrière dans un fauteuil en velours orné, son corps devenant flasque comme si sa colonne vertébrale avait été enlevée. Ma mère laissa échapper un sanglot étranglé et pleurant, sa main volant à sa bouche. Olivia regarda son nouveau mari brisé, puis de nouveau moi, ses yeux reflétant l'horreur pure et non frelatée d'une créature prise dans un piège qu'elle n'avait jamais vu venir. Et mon père, le grand amiral Arthuret, le pilier de l'honneur, l'homme qui avait sacrifié sa propre fille pour sa réputation, ne pouvait que rester là, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson échoué, murmurant une seule phrase brisée. Non, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être. Leur chef-d'œuvre soigneusement mis en scène venait d'être démoli devant un public captif de leurs pères les plus estimés. Je laissai le tableau de leur ruine flotter dans l'air pendant un long et satisfaisant moment. Puis je fis les derniers pas jusqu'à me tenir directement devant mon père. Je le regardai droit dans les yeux, soutenant son regard terrifié avec le mien. « Vous avez choisi de croire un traître pour protéger l'honneur de la famille, » dis-je, ma voix n'étant plus douce mais aussi dure et inflexible que l'acier d'un navire de guerre. « Alors dites-moi, amiral, où est cet honneur maintenant ?» Dans le chaos qui s'ensuivit, alors que les invités stupéfaits chuchotaient et que les organisateurs de mariage pleuraient, j'ai fait face à mon père. Le grand amiral Arthur ne pouvait pas croiser mon regard. Son regard se promenait dans la salle de bal en ruine, n'importe où sauf sur moi, alors qu'il marmonnait de manière incohérente à propos de l'honneur et de l'héritage. Je l'ai interrompu, ma voix plate, dépourvue de la colère qui m'avait alimenté pendant des années. Elle avait été remplacée par une clarté glaçante. L'honneur n'est pas ce que les gens disent de vous lors de cocktails, père. C'est ce que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Je fis un pas de plus. Vous avez vu votre fille être faussement accusée, et vous avez choisi de lui tourner le dos pour protéger un intérêt commercial, une façade scintillante. Ce n'est pas de l'honneur. C'est de la lâcheté. Pour la première fois de ma vie, je vis l'amiral invincible paraître petit, pathétique. L'édifice soigneusement construit de son autorité s'était effondré, ne laissant derrière lui qu'un vieil homme effrayé. Je pensais que c'était pour le mieux, balbutia-t-il. Mieux pour qui, insistai-je, ma question une frappe clinique. Pour vous? Ou pour Maxwell Thorne? La question resta en suspens entre nous, une épitaphe pour notre relation. Il n'avait pas de réponse. Je me détournai de lui et fis face à ma mère et à Olivia. Ma mère sanglotait, une série d'excuses incohérentes s'échappant de ses lèvres. Amélia, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais su. Mais Olivia était différente. Dans les affres de son désespoir, la vérité brute et laide éclata enfin. Si, je savais, hurla-t-elle, sa voix déchirant la pièce. Les larmes striaient son maquillage coûteux, creusant des sillons grotesques sur ses joues. Je savais qu'il n'était pas parfait, mais il m'a tout donné. Il me voyait. Son attention se porta sur moi, son visage tordu par une vie de ressentiment. Et toi? Tu as toujours tout eu sans même essayer. Tu étais la star de l'académie, la fierté de papa, l'officier brillant. Tu étais le fils, et moi, je n'étais que ton ombre. Je détestais vivre dans ton ombre. Sa confession ne me blessa pas. Il y a 6 ans, elle m'aurait brisé. Maintenant, c'était juste pathétique. Une pitié profonde et sans fond me submergea. Cette ombre, Olivia, dis-je, ma voix calme mais ferme. As-tu la moindre idée de ce qui vivait dans cette ombre? Pendant 6 ans, j'ai lutté contre une dépression si grave que certaines nuits, j'ai envisagé d'en finir. Ton silence,
ta jalousie c'était le ressac qui a failli me noyer. Tu peux avoir ta vie, Olivia. Tu y as toujours été la bienvenue. Mais tu n'as jamais eu le droit de détruire la mienne. Soudain, un nouveau type de chaos éclata. Voyant son dernier pion tomber, Maxwell Thorne se releva en se débattant, essayant de sauver quelque chose de l'épave. Il s'approcha de moi, sa voix un sifflement bas et conspirateur. D'accord, tu as gagné. Tu as fait valoir ton point de vue. Que veux-tu? De l'argent? Une participation dans l'entreprise. On peut trouver un arrangement. Ne rendons pas les choses pires qu'elles ne le sont déjà. Il ne savait pas que Marco, mon agent, se tenait à quelques mètres de là, un microphone directionnel déguisé en téléphone portable pointé directement sur nous. Je jouais le jeu, feignant de réfléchir. Un arrangement? Dis-moi, Maxwell, combien as-tu payé cet officier pour ruiner ma vie? Un sourire suffisant et reptilien s'étala sur son visage. Il pensait avoir trouvé mon prix. 5 millions, murmura-t-il. Une aubaine pour un contrat technologique de plusieurs milliards de dollars. Tu vois, Amelia, tout a un prix. Tu as raison, dis-je, en regardant par-dessus son épaule. Et voici le tien. À mon signal, les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. Une équipe d'agents armés du NCIS, dirigée par un amiral Sterling au visage sinistre, envahit la pièce. Ils se déplacèrent avec une efficacité rapide et professionnelle, leur chemin menant directement à un Maxwell Thorne abasourdi. Maxwell Thorne, annonça un agent, sa voix résonnant d'autorité, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage économique et complot d'obstruction à la justice. Le déclic métallique et sec des menottes se refermant fut le son final de la fin de mon ancienne vie. Alors qu'il l'emmenait, un marié déshonoré en smoking, la réception de mariage devint officiellement une scène de crime fédéral. Je me tenais au centre de la salle en ruine. Parmi les chaises renversées et les invités en pleurs, il n'y avait pas de montée de joie triomphante. Il n'y avait qu'un vide immense et creux, un épuisement profond qui s'installa au plus profond de mes os. La guerre était finie, et j'étais juste fatigué. Alors que je me préparais à partir, une petite silhouette s'approcha de moi avec hésitation. C'était un jeune garçon, peut-être de 10 ans, le fils d'un capitaine de haut rang que je connaissais. Il leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts d'admiration. « Madame ?» ?»« Amiral, balbutia-t-il. Je veux être courageux comme vous quand je serai grand. » Pour la première fois de la soirée, un sourire authentique et non forcé toucha mes lèvres. Je portais la main à mon uniforme et décrochai un petit ruban insignifiant et une simple citation d'unité. Je m'agenouillai à son niveau et le pressai dans sa petite main tendue. « Sois meilleur que courageux, lui dis-je doucement. Sois bon. » À cet instant, je compris que l'héritage des haies ne concernait pas des portraits dans une bibliothèque. Il s'agissait de ceci, un transfert silencieux d'espoir, une nouvelle définition de l'honneur. Et sur cette pensée, je me retournai et sortis de l'épave vers un avenir que je construirais moi-même. Quelques semaines après la tempête qu'a été le mariage d'Olivia, je me suis retrouvé dans un bureau calme, lambrissé, au cœur du Pentagone. C'était une cérémonie formelle mais privée. Il n'y avait ni caméra, ni presse, juste une poignée de hauts fonctionnaires. Le secrétaire à la marine a officiellement déclaré mon dossier blanchi, mon nom disculpé et mon honneur restauré. L'amiral Sterling s'est alors avancé et m'a présenté mon épée de cérémonie d'officier, sa poignée lourde et familière dans ma main. « Bienvenue chez vous, contre-amiral », dit-il, sa voix remplie d'une fierté calme et profonde. « Merci, Michael », répondis-je, utilisant son prénom pour la toute première fois. Il sourit simplement. Il était temps. Cet après-midi-là, de retour dans mes quartiers temporaires, une épaisse enveloppe de couleur crème arriva par coursier. C'était une longue lettre décousue d'Olivia, remplie d'excuses tachées de larmes, d'auto-justifications frénétiques et de supplications désespérées pour obtenir le pardon. Je lus chaque mot, mon expression neutre. Puis je me levai calmement, me dirigeai vers la déchiqueteuse de bureau dans le coin et y introduisis la lettre. La machine se mit en marche, transformant sa prose angoissée en bande de confettis insignifiantes. Le pardon n'est pas un cadeau que je peux accorder comme une grâce. C'est un voyage, et c'était un voyage qu'elle devrait faire seule. Mes parents ont également essayé de me joindre, des messages vocaux remplis de regrets étouffés, des courriels plaidant pour une chance de parler. Je les ai tous supprimés sans écouter, sans lire. Cette porte était fermée. Ce n'était pas une décision née de la haine ou d'un désir de vengeance continue. C'était plus simple que cela.
J'étais simplement passé à autre chose. L'espace qu'ils occupaient autrefois dans mon cœur était maintenant calme, paisible et réservé à moi-même. L'amiral Sterling, maintenant simplement Michael pour moi, avait une nouvelle mission pour moi. Il me nomma commandant d'une nouvelle initiative de sécurité maritime mondiale, un programme conçu pour contrer les menaces mêmes que Thorn Maritime avait représentées. Son nom officiel était l'Initiative de défense maritime mondiale, mais mon équipe et moi avions notre propre nom pour elle, Projet Bouclier de Neptune. C'était le vote de confiance ultime, un témoignage de sa foi inébranlable en moi. Avec mon équipe Triton comme noyau, nous avons construit un réseau pour protéger les océans. Nous ne l'avons pas fait avec des platitudes lors de galas de charité ou des discours intéressés en couverture des magazines. Nous l'avons fait avec des renseignements solides, une technologie de pointe et le courage d'hommes et de femmes dévoués qui travaillaient dans l'ombre. J'ai pris la douleur la plus profonde de ma vie, l'arme qui avait été utilisée contre moi, et je l'ai forgée en un bouclier pour protéger les autres. Ceci, réalisais-je, était le véritable héritage des haies. Pas un héritage de portraits poussiéreux et d'honneurs hérités, mais un qui était mérité, redéfini et mis au service. L'histoire se termine un an plus tard. Je suis debout sur la passerelle de l'USS Michael Sterling, un nouveau destroyer de la classe Harlech Burke nommé en l'honneur de mon mentor. Je suis le contre-amiral Amelia, commandant de ce groupe aéronaval. Et nous sommes en patrouille dans la vaste étendue vide de l'océan Pacifique. Le vent salé fouette mes cheveux courts, frais et propres contre ma peau. Devant moi, le soleil commence son ascension, peignant l'horizon de nuances à couper le souffle de rose et d'or, embrasant la surface de l'eau de lumière. Pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, mon passé n'est pas une ombre dans mon dos. C'est juste une histoire, un chapitre qui est terminé. L'océan, l'entité même qui fut le théâtre de mes plus grands triomphes et de mon plus profond désespoir, la force qui a failli m'engloutir tout entière, ne me semble plus un adversaire. Il me semble être mon royaume. Je n'ai pas seulement récupéré mon honneur. J'ai appris une vérité plus profonde. J'ai appris que le véritable honneur n'est pas ce que les autres pensent de vous ou le nom que vous portez. C'est de savoir dans votre propre âme qui vous êtes quand la tempête frappe et que vous êtes tout seul. C'est à propos des choix que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Je regarde l'horizon sans fin où la mer rencontre le ciel. Il n'y a plus de colère, plus d'amertume. Il n'y a qu'une paix profonde et tranquille, un sentiment de gratitude pour le voyage, pour les cicatrices qui m'ont appris ma propre force. Je suis le commandant de ce navire. Je suis le commandant de cette flotte. Mais plus important encore, je suis enfin et complètement le commandant de ma propre destinée. Mon histoire a commencé avec un portail qui m'était fermé. Mais à la fin, j'ai appris que les portails les plus importants ne sont pas ceux que les autres peuvent fermer, mais ceux que nous avons le pouvoir d'ouvrir pour nous-mêmes. Peut-être vous êtes-vous tenu devant un portail fermé dans votre propre vie ou une porte claquée par la famille, par les circonstances, par la conviction que vous n'étiez pas assez bon. Mon parcours m'a appris que le véritable honneur ne réside pas dans la famille dans laquelle vous êtes né, mais dans celle que vous construisez. Il ne s'agit pas du grade qu'on vous donne, mais du respect que vous gagnez pour vous-même. Si mon histoire a résonné en vous, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté parmi nous qui comprend. Partagez votre propre histoire de résilience dans les commentaires ci-dessous, et abonnez-vous à Chosen Revenge pour plus d'histoires qui nous rappellent notre propre force. Car si vous vous tenez à ce portail maintenant, souvenez-vous de ceci, vous êtes le commandant de votre propre destinée. Vous détenez la clé, et votre aube attend juste derrière l'horizon.